Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film de fantôme. Et oui, période d'Halloween oblige, mais attention, ici c'est plus version pour enfants ou jeunes adolescents, avec une œuvre qui fête ses 30 ans, sortie en 1995, Casper, ou en version québécoise, Casper le Spectropathe. Ça c'est pas mal, tiens. Réalisé par Brad Silberling, son premier travail derrière la caméra, du moins en tant que long métrage pour le cinéma, lui qui fera par la suite par exemple un remake de Wim Wenders, La Cité des Anges, qui comme ce Casper d'ailleurs est une vague réminiscence pour moi de l'adolescence, en gros des films que je n'ai vus qu'une ou deux fois et que je n'ai plus revus depuis. Au scénario, précisons ici la participation d'un duo, Sherry Stoner et Deanna Oliver, qui peut-être à la même époque, hein, grosso modo, s'occupait aussi des Animaniacs, série d'animation que je regardais pas mal, je crois que c'était sur Canal+. Hein. Donc le côté cartoonesque, on va l'avoir là, notamment avec 3 des fantômes. Alors, il s'agit d'une production Amblin. Les Animaniacs aussi, figurez-vous, les Tiny Toons aussi, à peu près à la même époque. Donc Steven Spielberg n'est pas loin à chapeauter le projet avec des effets spéciaux de ILM, 2 ans après Jurassic Park. Et au casting, nous avons dans le rôle des humains la jeune Christina Ricci, qui sortait en gros des 2 films de la famille Adams, pour rester à peu près dans le même style, mais plus léger quand même et moins décalé, quoique. Le père étant interprété par Bill Pullman, et oui, à la même époque je crois qu'il était dans Independence Day. Hein. La méchante, l'antagoniste, est jouée par Kathy Moriarty, qu'on croirait sortie tout droit d'un film à la Beetlejuice. Voilà, Beetlejuice, la famille Adams, mais là, version plus Spielbergienne, quand même, avec une touche potentielle de E.T., mais pas avec un extraterrestre, avec un fantôme, plus une histoire d'amour que d'amitié, peut-être. C'est aussi la présence d'un des Monty Python, Eric Idle, qui est là, hein. Ben Stein, qui joue un avocat, je crois bien, ou un notaire, plutôt. Des apparitions de Amy Brenneman, qui jouera d'ailleurs un rôle quasi similaire dans La Cité des Anges. Divan Sava est là, alors je dis pas dans quelle prestation, pas trop spoiler, mais lui par exemple ça sera dans Destination Finale, premier du nom qu'on le retrouvera par la suite. Et nous avons des caméos très étonnants dans leur propre rôle, par exemple Clint Eastwood et Mel Gibson. Voilà, quand le père devient fou à cause des fantômes, il y a ces visages qui apparaissent. Et il y a même Dan Aykroyd qui reprend son rôle de Ray Stant de Ghostbusters. Oui, on serait dans le même univers ou non, hein. C'est plus pour la blague. Disons que c'est un multivers, tiens, voilà. Bref, il y a même le gardien de la crypte qui était interprété par John Cassier qui fait son petit... bah oui, c'est les années 90. Alors forcément... C'est un film qui aurait dû peut-être rentrer dans mon petit panthéon personnel, sauf que je l'ai quand même découvert un poil tard. J'ai une anecdote très particulière, et je m'en suis rendu compte en revoyant ce film. C'est que bon, je l'avais regardé en VHS, alors j'ai dû le voir une fois, ensuite le revisionner, puis bon, à l'époque, hein, les VHS, des fois, j'enregistrais par-dessus. Ce qui a dû être le cas là, et en fait, je ne sais pas quel film j'avais réenregistré par-dessus, mais... en revoyant ce film-là, Mystère, j'ai ensuite laissé tourner la bobine, et il y avait donc ce qui était avant, dessus, donc j'avais revu la fin de Casper, parce que voilà, les 5 dernières minutes, quoi. Donc je me suis plus souvenu ici en le revoyant de la fin que du reste. Quoique, il y a quand même des choses à dire. L'histoire, donc, pour faire simple, d'un manoir hanté, alors c'est pas le manoir hanté à la Disney, là. D'ailleurs, je sais pas qui a inspiré qui ou autre, hein, mais bon, peu importe, hein, c'est pas tout à fait ça. À un moment, il y a une idée de train fantôme, salle de jeu, un petit peu, avec des inventions, mais manoir hanté qui va être récupéré suite à un héritage par une méchante dame qui se plaint de ne pas avoir eu l'argent du père décédé. Donc, bon, manoir hanté, peut-être, ok, il va falloir faire fuir les fantômes, d'accord, c'est une chose, mais aussi récupérer peut-être un trésor, hein, une carte là... qu'elle jetait au feu, ben, peut-être un truc de pirate là. Donc forcément l'idée c'est de se débarrasser de ces spectres, d'appeler donc un exorciste, un gars de Ghostbusters, SOS Fantôme, mais ça ne marche pas. Jusqu'au jour où est engagé le docteur James Harvey, qui va venir là s'installer sur place avec sa fille, et qui croit que les fantômes qui resteraient sur Terre et tout, ce serait parce qu'ils ont une œuvre inachevée sur Terre. Et lui-même il est persuadé que son épouse, qui est décédée prématurément, donc la mère de sa fille,
est potentiellement retrouvable dans cet état spectral, car elle aurait une œuvre inachevée, elle est décédée trop tôt, la fille n'a pas eu sa maman, blablabla, blablabla. Bon. Sauf que bon, le père, avec cette obsession absolue, cette refus du lâcher-prise, s'aperçoit pas que sa fille devient adolescente. Et adolescente, justement, on la voit à la télé, et qui regarde à un moment la télé, un des fantômes du manoir. Alors pas les trois qui sont un peu facétieux, le gentil Casper, qui donc est âgé, pas spectralement, mais de sa forme humaine avant qu'il ne meure, de 12 ans, et qui va littéralement tomber amoureux, de façon très gentillette, donc de cette jeune fille qui est prénommée Kat, on va l'appeler comme ça, et va être content quand elle va s'installer là, et il va apparaître à ses yeux, et une relation naître entre les deux. Bon, c'est très ultra platonique, et encore heureux, mais même, parce que de toute façon ils sont pas sur la même dimension. Mais au-delà de ça, après, il va falloir faire attention que la méchante n'arrive pas au bout de ses plans. Parce que finalement, cette maison, c'est la sienne à Casper et à ses trois autres fantômes facétieux qui sont visiblement ses oncles. Hein. Peu importe. D'ailleurs, on le sent, le côté cartoonesque, c'est un peu pénible, même si c'est drôle, mais c'est pénible en fait. Ça passe très très bien, là, les trois, là, quand on a 10-12 ans, quoi, 15 ans maxi. Mais là, c'est vrai qu'à la relecture, bon, ça alourdit plus le propos qu'autre chose. Pour un film qui a un peu glissé sur moi, je vous l'avoue, c'est très gentillé, c'est plein de bons sentiments, et en soi, il y a des thématiques qui sont intéressantes, je vais y revenir. Et bon, oui, c'est Spielbergien, mais bon, c'est un côté Spielbergien sans la magie ultra extraordinaire de Spielberg qui arrive à faire des choses, bons sentiments, au-delà même de certaines... Voilà, dans un grand moment de cinéma, ici pas vraiment, parce qu'il n'y a pas la mise en scène qui suit, même si c'est pas non plus ridicule, il y a quand même des jeux sur l'espace notamment, et sur certains gags qui ont, on va dire, un côté factuel et bien fait, les effets spéciaux corrects, mais ça fait quand même un peu... oui, ça fait un peu animation pour enfants, en soi, placardé sur du live action. Ils sont pas trop foulés, quoi. Mais bon. Mais c'est vrai qu'après, l'histoire, c'est très à l'américaine, notamment avec le côté bully, elle arrive, l'adolescente, la fille, donc, à la nouvelle école, il y a la fille blonde, là, qui est jalouse, parce qu'il y a son petit copain, alors qui est joué d'ailleurs, j'ai pas dit, par Garrett Ratliff Hanson, qui est dans Les Petits Champions, à peu près à la même époque, un truc là, sur le hockey sur glace, tandis que la petite amie blonde un peu pain bêche, désolé du terme, est jouée par Jessica Watson, qui l'année d'après sera dans le Flipper, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, où nous avions pratiquement les débuts, du moins en tant que premier rôle, d'Elijah Wood, avant le Seigneur des Anneaux. Voilà, pour la petite anecdote, hein, ce sont des têtes que l'on voit comme ça, un peu transposées de façon, j'ai envie de dire, indifférente d'un film à l'autre de cette époque. Mais, bon, peu importe, c'est poncif absolu, y compris dans certaines relations quand même, bon, père adolescente, il y a quand même des choses qui marquent et qui marquent malgré tout. C'est-à-dire qu'au milieu du film, j'ai littéralement fait pause, fermé les yeux quelques minutes, parce que je suis un peu fatigué, là, voilà, bon. Et j'ai relancé, et je me suis laissé prendre par quelque chose que j'avais presque oublié en soi, mais pas vraiment. La bande originale. À l'écoute, alors il y a un thème remarquable qui s'appelle Casper's Lullaby, qui est d'ailleurs peut-être l'un des meilleurs thèmes, finalement, dans la carrière de ce grand compositeur qui est James Horner. Bon, mais je me suis aussi rendu compte, à peu près au même moment, que ce film avait un feeling à la Jumanji, sorti la même année. Même que j'ai vu dans le personnage de Bill Pullman, alors, il ne se ressemble pas physiquement vraiment, mais quelque chose qui aurait pu être interprété par Robin Williams, pourquoi pas, plus dans Hook peut-être, peut-être côté Robin Williams Hook que Spielberg a transposé à travers sa production ici, bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques thèmes qui ressemblaient beaucoup aux compositions dans Jumanji. Et évidemment, c'est James Horner qui faisait des compositions dans Jumanji aussi. Et là, j'étais là, ah ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Vous savez, cette ambiance-là, un petit peu de film d'adolescence, ici dans le fantastique au sens large, qui jouait sur certains bons sentiments. En Jumanji, j'avoue, pour le coup, oui, il est beaucoup plus resté en moi à travers les années, même si le revoir aujourd'hui, je ne dirais jamais que c'est un grand film, mais c'est quand même quelque chose qui est marquant. Bon bah ce Casper est un peu dans cette mouvance-là, un peu plus enfantine quand même, mais il y a ce côté dramatique sur les thématiques, et le moment où cette musique un peu de lullaby, la berceuse de Casper apparaît, il y a un moment très poétique et très touchant, qui référence donc la mémoire et l'oubli. Dans le sens où Casper, ça c'est quand même triste, en tant que fantôme, ça veut dire que le gamin est mort. Bon, il y a ça, et il a tout oublié. Voilà, quand il est passé dans l'autre plan cosmique, spectral, il ne sait plus qui il était.
comment il est mort, qui étaient ses parents et tout. Et il y a ce dialogue-là qui va avec le personnage Kat, qui elle sort de l'enfance, elle rentre dans l'adolescence, et elle commence aussi à oublier sa maman, indirectement. Enfin, c'est plus compliqué, mais il y a cette idée-là, cette idée d'avancer à travers le temps, ou le non-temps pour le personnage du fantôme, et ces moments un peu de déchirement il faut passer à autre chose, et des fois on s'en veut de passer à autre chose quand on oublie. Mais c'est un petit peu ceux qui ne sont plus là espèrent que l'on puisse faire. Vous voyez, donc il y a quelque chose de beau et touchant, et il y a vraiment un moment où les deux discutent, voilà, et elle s'endort, et après il lui dit Can I keep you? Est-ce que je pourrais rester avec toi? En français, je pense que ça a été traduit autrement. Qui est très 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 beau. Ça, c'est vraiment un très très bel instant. Au-delà du cinéma, un peu de conte en fait, hein, quelque part, et de réflexion qui peut toucher les jeunes enfants ou les adolescents. Encore aujourd'hui, évidemment, hein, parce que finalement, l'adolescence ou l'enfance, hein, quelle que soit la période, il y a des choses qui peuvent marquer quand on évolue. Et du coup, on fait le parallèle avec le père qui, lui, refuse de voir les choses évoluer, il s'accroche à sa femme disparue, et il n'a pas vu que sa fille devient adolescente. Donc il y a cette idée aussi, à un moment, elle a envie de sortir avec un garçon. Bon, le père, il s'imagine pas trop que ce soit possible. Bon, la mère n'est plus là, aussi. Bon, évidemment, on va rentrer dans certains poncifs, je ne vais pas faire de zone spoiler ici, qui amène à une conclusion quasi, alors pas religieuse, mais qui touche à cela quand même, avec une idée d'ange, de réflexion, de l'au-delà, tout un délire à un moment avec une machine que le père de Casper avait inventée. Ok, oui, pourquoi pas, c'est un peu trop rapide, ça part dans tous les sens, c'est là où c'est un peu presque pas très un fantôme, mais pas loin, enfin, on se croirait dans une attraction. Et puis bon, il y a une scène de bal finale pour Halloween, évidemment. En plus, ça se passe à Halloween, hein, à un moment, donc où il se passe des choses, où on revisite quand je pensais à cela, mais ça me fait marrer. On revisite évidemment le côté Cendrillon, le conte Cendrillon, et à un moment c'est mentionné frontalement. J'étais là en mode, hey, t'avais pas besoin. Hein. Mais en fait, c'est pour le comic relief du 22h au lieu de minuit. Bon, je reste vague, mais on est quand même presque aussi proche autant proche de Cendrillon que de Pinocchio aussi, hein, sur certains points, mais autrement. Donc oui, c'est très touchant le final, quelque part. Très touchant, l'idée de quelque chose qui peut se passer, mais pas vraiment, de sacrifice, et bon, il faut aller de l'avant et continuer d'avancer. Donc tout le monde sort grandi de cette épreuve, enfin, tout le monde, ou pas tout le monde, ça dépend évidemment, les personnages du film. Bon, Casper, ouais, j'allais presque dire que ça serait un color et inodore, arrivé à la moitié du film, au moment de la pause que j'ai faite, j'étais en train de penser à cela, mais non, il y a des petits trucs quand même, qui touchent, qui gardent une certaine poésie aujourd'hui, même si j'avais pas un grand souvenir du film, donc sauf cette fin, quand je suis arrivé à la fin, je suis là, bah oui, ça je m'en souviens, hein. Ah, oui, oui. Ah, je me souviens, même de 2-3 répliques, donc en fait j'ai dû quand même, j'aimerais bien savoir quel film j'avais enregistré par-dessus, mais j'avais dû quand même voir 2-3 fois encore plus la fin derrière, en se disant, ah, peut-être que c'était bête de ma part de l'avoir effacé, et puis depuis, en fait, après, les VHS, ça fait un moment qu'elles sont HS, c'est le cas de dire, Mathieu, toi avec. Donc, j'ai plus du tout revu quoi que ce soit de Casper depuis là, maintenant, où je voulais donc en parler un jour, et pourquoi pas penser 30 ans, et puis sur cette période un peu halloweenienne. Si vous voulez fêter Halloween avec des jeunes enfants, pourquoi pas passer ce film? C'est pas idiot. C'est pas idiot, ça peut passer, je pense. Après, évidemment, pour le reste, hein, ça a ses limites. Mais c'est drôle aussi. Ça peut être drôle si vous aimez un peu de l'humour cartoonesque. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Casper, et surtout si c'est un vrai grand souvenir pour vous, parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça a dû être un souvenir de l'enfance, ou de l'adolescence. Et peut-être que vous, donc, vous êtes plus attaché que moi à cette œuvre. Et partagez ceci, et partagez votre témoignage ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!